Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 23 mars et Somnifère vous propose ce soir de découvrir un conte philosophique sur la compassion, la sagesse et le sens de la vie. Il s'agit d'une nouvelle de Léon Tolstoï intitulée « Les 3 questions ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Clarisse d'Angers et Vinat de Taïwan, et merci à tous les deux d'avoir partagé Somnifère dans votre story Instagram. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Commencez par relâcher complètement votre visage, détendez vos sourcils, déplissez votre front. Prenez quelques instants pour détendre tous les muscles de votre visage. Relâchez votre nuque, votre dos, ressentez les muscles de votre dos se relâcher complètement, s'abandonner sur le matelas. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Laissez retomber vos épaules, sentez-les se relâcher de tout leur poids. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche, à votre rythme. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos jambes,
vos pieds. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Ne cherchez pas à respirer lentement ou profondément. Laissez-vous juste aller à respirer naturellement et observer vos sensations. Imaginez que toute la tension accumulée au cours de la journée s'évacue par vos extrémités, par vos doigts et vos orteils alors que vous expirez. Vous pouvez sentir la tension alors qu'elle traverse vos mains et vos pieds avant de s'évader. Vous vous sentez de plus en plus calme et reposé. Sentez vos paupières reposer lourdement sur vos orbites et comme il est confortable de reposer vos yeux, de leur donner un temps de répit pour la nuit, de les mettre au repos. Détendez votre mâchoire, sentez comme votre visage semble plus frais que le reste de votre corps, comme cela est agréable. Alors que vous inspirez, vous sentez le calme et la sérénité s'installer, et à chaque expire, vous sentez les tensions quitter votre corps et s'évacuer. Vous vous sentez de plus en plus calme et reposé. Laissez votre esprit s'égarer, observez les sensations de votre corps, observez votre respiration, observez les appuis de votre corps contre le matelas. Observez comme il est agréable d'être simplement dans l'instant présent, de ne rien attendre.
À présent, prenez un moment pour méditer, c'est-à-dire de ne vous concentrer que sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Si des pensées vous viennent, laissez-les passer de manière indifférente, comme si vous n'étiez qu'un simple observateur extérieur. Et recentrez votre attention sur votre respiration, sur la température de l'air, sur les sensations que l'air vous procure en se frottant aux parois internes de vos narines, alors qu'un bien-être vous envahit. Laissez votre esprit s'égarer et votre attention se concentrer sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Léon Tolstoï, 3 questions. Un roi pensa, une fois, que s'il savait toujours le moment où il faut commencer chaque œuvre, s'il savait avec quels gens il faut travailler, avec qui il ne faut pas, et principalement s'il savait toujours quelle affaire est la plus importante, alors il n'aurait jamais d'ennui. Après avoir réfléchi, le roi fit savoir dans tout son royaume qu'il donnerait une grande récompense à celui qui lui apprendrait comment savoir le temps opportun pour chaque affaire, quels sont les gens les plus nécessaires, et comment ne pas se tromper dans le choix de l'œuvre la plus importante de toutes. Et des savants commencèrent à venir pour répondre à ces différentes questions. À la première question, les uns disaient que pour connaître le temps opportun pour chaque affaire, il faut se tracer d'avance l'emploi du temps, du mois, de l'année, et le suivre strictement. C'est seulement alors, disait-il, que chaque chose se fait en son temps. Les autres disaient qu'on ne peut décider d'avance quelle chose il faut faire en tel temps, mais qu'il ne faut pas s'oublier dans des amusements stériles et être toujours attentif à ce qui arrive, et alors faire ce qu'exige le moment. Les troisièmes disaient que le roi aurait beau être attentif à ce qui arrive, un seul homme ne peut jamais décider sûrement en quel moment il faut faire telle ou telle chose, qu'il faut avoir le conseil d'hommes sages, et d'après ce conseil, voir ce qu'il faut faire et en quel temps. Les quatrièmes disaient qu'il y a des affaires pour lesquelles on n'a pas le temps d'interroger des conseillers et qu'il faut décider à l'instant si c'est le moment ou non de les commencer. Or, pour le savoir, il faudrait savoir à l'avance ce qui arrivera. Et cela, seuls les mages le peuvent. De sorte que pour connaître le temps opportun pour chaque affaire, il faut interroger les mages. Les réponses à la seconde question furent aussi diverses. Les uns disaient que les hommes les plus nécessaires au roi sont ses aides dans le gouvernement, les autres nommaient les prêtres. Les troisièmes
disait que les hommes les plus nécessaires pour les rois sont les médecins, ce sont les soldats, disaient les quatrièmes. À la troisième question, quelle œuvre est la plus importante au monde? Les uns répondaient les sciences, les autres l'art militaire, les troisièmes l'adoration de Dieu. Vu la diversité des réponses, le roi n'accepta aucune d'elles et ne récompensa personne, et afin d'avoir une réponse sûre à ces questions, il résolut d'aller interroger un ermite, réputé pour sa sagesse. Cet ermite vivait dans la forêt, ne sortait jamais, ne recevait que des gens simples. Aussi, le roi s'habilla-t-il de vêtements pauvres, et avant d'arriver avec sa suite jusqu'à la cellule de l'ermite, il descendit de cheval et s'y rendit seul, à pied. Quand le roi s'approcha de l'ermite, celui-ci était devant sa cellule et retournait un massif. En apercevant le roi, il le salua et aussitôt se remit à creuser. L'ermite était maigre et faible. Il enfonça la pelle dans la terre, puis ayant retourné le petit tas de terre, il soupira lourdement. Le roi s'approcha de lui et lui dit « Je suis venu chez toi, sage ermite, pour te demander la réponse à 3 questions. La première est la suivante. Quel temps faut-il connaître et ne pas laisser échapper pour ne pas s'en repentir après? La seconde est la suivante. Quels sont les gens les plus nécessaires et avec qui faut-il travailler plus et avec qui moins? Enfin, la troisième question est la suivante. Quelles sont les œuvres les plus importantes et par conséquent, laquelle faut-il faire avant toutes les autres? L'ermite écouta le roi et ne répondit rien. Il cracha dans ses mains et de nouveau se mit à remuer la terre. « Tu es fatigué, dit le roi. Donne-moi la pelle, je travaillerai pour toi. » « Merci, dit l'ermite, et lui donnant la pelle, il s'assit sur le sol. Après avoir retourné 2 massifs, le roi s'arrêta et répéta ses questions. L'ermite ne répondit rien, se leva et tendit les mains vers la pelle. « Maintenant, repose-toi, et moi je travaillerai, dit-il. Mais le roi ne lui donna pas la pelle et continua à creuser. 1 heure s'écoulait après l'autre, le soleil commençait déjà à se coucher derrière les arbres. Le roi, enfonçant la pelle dans la terre, dit « Je suis venu chez toi, homme sage, pour chercher la réponse à mes questions. Si tu ne peux me répondre, dis-le-moi, je m'en irai. » « Attends, vois, quelqu'un court ici. Regarde qui, » dit l'ermite. Le roi se retourna et vit que dans la forêt, en effet, accourait un homme barbu. Cet homme tenait les mains contre son ventre, au-dessous des mains, le sang coulait. Quand il fut arrivé près du roi, l'homme barbu tomba à terre et, sans remuer, gémit faiblement. Le roi, aidé de l'ermite, ouvrit l'habit de cet homme. Il avait au ventre une large blessure. Le roi le lava comme il put avec son mouchoir et une serviette, et l'ermite la pansa. Mais le sang ne cessait de couler. Le roi remplaça plusieurs fois le pansement, de nouveau lava et pansa la blessure.
Quand le sang s'arrêta, le blessé reprit connaissance et demanda à boire. Le roi apporta de l'eau fraîche et lui donna à boire. Cependant, le soleil s'était couché et la fraîcheur était venue. C'est pourquoi le roi, avec l'aide de l'ermite, transporta l'homme barbu dans la cellule et le posa sur la couche de l'ermite. Là, le blessé ferma les yeux et parut s'endormir. Le roi était si fatigué de la marche et du travail qu'assis sur le seuil, il s'endormit aussi et d'un sommeil si profond qu'il dormit toute la courte nuit d'été. Quand le matin il s'éveilla, il ne put comprendre où il était et quel était cet homme étrange, barbu, qui couché sur le lit le fixait de ses yeux brillants. « Pardonne-moi, » dit d'une voix faible l'homme barbu, quand il s'aperçut que le roi était éveillé et le regardait. « Je ne te connais pas et n'ai pas à te pardonner, » dit le roi. « Tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Je suis ton ennemi, celui qui a juré de se venger de toi parce que tu es mon frère et m'as ravi mon bien. Ayant appris que tu venais seul chez l'ermite, j'avais résolu de te tuer. Je voulais t'attaquer quand tu t'en retournerais, mais toute la journée se passait et je ne te voyais pas. Alors, je sortis du traquenard pour savoir où tu étais, et je tombai parmi tes compagnons. Ils m'ont reconnu et m'ont blessé. Je me suis enfui, mais en perdant mon sang, et je serais mort si tu n'avais pas pansé ma blessure. Je voulais te tuer, et toi, tu m'as sauvé la vie. Si maintenant je reste vivant, et si tu le veux, je te servirai comme l'esclave le plus fidèle, et j'ordonnerai à mes fils d'agir de même. Pardonne-moi. » Le roi était très heureux de s'être si facilement réconcilié avec un ennemi et d'en avoir fait un ami. Non seulement il lui pardonna, mais il lui promit de lui rendre son bien et d'envoyer chercher ses domestiques et son médecin. Après avoir dit adieu au blessé, le roi sortit sur le seuil pour chercher l'ermite. Avant de le quitter, il voulait lui demander une dernière fois de répondre aux questions qu'il lui avait posées. L'ermite était dans la cour, accroupi près du massif retourné la veille, il y ensemençait des légumes. Le roi s'approcha de lui et lui dit : « Pour la dernière fois, homme sage, je te demande de répondre à mes questions. » « Mais la réponse t'est déjà donnée, » prononça l'ermite en s'asseyant sur ses mollets maigres et regardant de bas en haut le roi qui était devant lui. « Comment ? J'ai la réponse » dit le roi. « Certainement, » répondit l'ermite. « Si hier tu n'avais pas eu pitié de ma faiblesse et n'avais pas remué pour moi ce massif, si tu étais retourné seul, ton ennemi t'aurait attaqué et tu te repentirais de n'être pas resté avec moi. Alors, le temps le plus opportun était pendant que tu remuais le massif. Et moi, j'étais l'homme le plus important, et l'œuvre la plus importante était de me faire du bien. Et après, quand l'homme est accouru, le temps le plus opportun était quand tu le soignais, car si tu n'avais pas pansé sa blessure, il serait mort sans se réconcilier avec toi. Alors, l'homme le plus important, c'était lui. Et ce que tu lui as fait était l'œuvre la plus importante. Ainsi, souviens-toi que le temps le plus opportun est le seul, immédiat, et il est le plus important parce que c'est seulement à ce moment que nous sommes les maîtres de nous-mêmes. Et l'homme
le plus nécessaire est celui avec qui l'on se rencontre à ce moment. Et l'œuvre la plus importante, c'est de lui faire du bien. Bonne nuit. Bonne nuit.